Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil parmi nous, très heureuse de vous retrouver exceptionnellement aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver aussi donc demain, Inch'Allah, et après-demain, nous aurons le plaisir d'être accompagnés par nos rubriques habituelles. Enfin, on a un petit peu fait de changement aujourd'hui à travers donc le programme d'aujourd'hui et les rubriques habituelles. Aujourd'hui, on a un petit peu, donc on aura donc Ahmed Grigassen que vous avez l'habitude de retrouver chaque lundi matin dans Bonjour d'Algérie. Aujourd'hui, il va nous parler d'un savant arabe qui a fait la renommée donc de la médecine internationale. Il s'agit d'Ahmed d'Ibn Sina, surnommé à l'étranger Averroès. Nous aurons également Avicenne, pardon. Nous aurons le plaisir aussi d'avoir des rubriques habituelles, les rubriques aussi donc environnement avec Nour Moqaddam qui aujourd'hui nous parlera de la pollution des sols. La pollution des sols, c'est aussi une véritable question de santé publique. Nous allons avec elle décortiquer ce thème-là. Nous aurons également Dalia Mezaguer exceptionnellement donc aujourd'hui pour nous donner les grands plans aussi, les bons plans et les aussi bons rendez-vous à ne pas rater ici et ailleurs et bien sûr à travers la culturelle bien entendu. Nous aurons également Farah Hamadesh qui viendra nous parler donc de sa rubrique environnement, plutôt consommation et vie pratique. Elle nous parlera aujourd'hui des dates de péremption. C'est très important de savoir lire le package bien sûr et comment savoir si cette date a été donc dépassée ou pas et comment avoir les bonnes astuces. En tout cas, elle sera là pour nous donner les grandes lignes. Kenza Nechar dans sa rubrique association. Aujourd'hui, elle viendra nous parler au fil des cultures et bien sûr l'association n'est pas reste pour nous parler donc de la culture. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous ce matin. Ça sera ponctué de musique, de reportages et surtout retrouver avec grand plaisir toute notre équipe du Bonjour d'Algérie. On va commencer par la météo tout de suite avec Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, alors, on a le plaisir de la retrouver le lundi. Bonjour Mina. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va. J'ai comme l'impression de vous voir un mercredi. Ça fait longtemps, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'est pas passé ensemble. C'est vrai. Pour le mercredi, à travers bien sûr votre rubrique Jeunes Talents. Vous nous avez manqué ce mercredi. Je sais. Je serai de retour mercredi. Très bien. Alors, on va savoir s'il va faire beau. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a fait bien frais ce matin. Tout à fait. Avec beaucoup d'humidité. Exactement. Exactement. On vous écoute. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Effectivement, le taux d'humidité dépasse pour cette matinée les 50% sur l'ensemble des régions côtières avec un ciel plutôt nuageux, parfois couvert. Sur la partie ouest avec des pluies parfois assez marquées à partir de l'après-midi. Quelques pluies éparses sur la partie centre et puis un ciel plutôt nuageux sur la partie est voilée, sur le Nord Sahara, les oasis, le Sahara oriental et l'extrême sud, le et le Tassili, on notera un ciel dégagé sur le reste des régions sahariennes. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord, 20 degrés à Alger, 19 degrés du côté d'Oran ainsi qu'à Tizi Ouzou, 16 degrés à Tlemcen, 15 à Tiaret, 12 degrés du côté d'Al-Bayat, 16 à Betna, Sétif, 21 degrés à Gardaya, 22 degrés à Bachar, 23 degrés à Tindouf, Hassim Saoud, 33 degrés à Ilizi et enfin 34 degrés. Ce sera la maximale à Borj, Bedi Moukhtar et N'Gazam. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, on notera un ciel plutôt couvert. Du côté de Prague, Budapest, on notera de la neige. C'est le retour de la neige à Bucarest, Varsovie. On notera un ciel plutôt dégagé à Londres, Lisbonne. Et puis, côté Mercure, on notera 3 degrés seulement à Berne, 4 à Berlin, 3 degrés à Prague, 4 degrés à Budapest, 8 degrés seulement à Paris, 7 à Bordeaux, 14 degrés à Marseille, 12 à Madrid, 16 à Lisbonne, ainsi qu'à Athènes. Et enfin, 2 degrés seulement à Varsovie ainsi qu'à Bucarest. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous a été présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Merci beaucoup Mina. Merci à vous. On saura tout sur le ciel d'aujourd'hui, bien sûr, et les nouvelles, les températures, c'est très important. Exactement. Avant de sortir le matin, il faut se couvrir. S'enquérir bien sûr des nouvelles du ciel et bien se couvrir. Faire attention pour ne pas prendre froid.
Vous avez déjà un petit chat dans la gorge, hein? Ça commence. Là, je vais prendre un café, ça ira mieux. Voilà, en tout cas, portez-vous bien. À tout à l'heure, Merci, midi et 19h pour notre bulletin. On va vous accompagner en musique avec une belle chanson. Le groupe Zayej qu'on affectionne particulièrement, qu'on aime beaucoup, avec cette belle chanson qui chante. Donc, c'est parti. Une belle chanson pour vous mettre en appétit. Là, tout de suite, nous allons parler de nos chercheurs. Chercheurs arabes, chercheurs et savants arabes. Et celui d'aujourd'hui, qui a été choisi par Grigarsen, c'est donc Ibn Sina, qu'on a toujours plaisir aussi à recevoir. Hein, d'abord, Ahmed Grigarsen, non pas Ibn Sina, mais Grigarsen, qu'on a plaisir à recevoir. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas passé avec moi. Donc, exactement. Donc, très heureuse ce matin. Heureux de vous retrouver. Bonjour à tous les téléspectateurs. Donc, voilà. On va essayer de passer en revue un peu, jeter un peu de lumière sur la vie. La personnalité et la vie d'un immense chercheur, voilà, savant c'est arabe. l'une des plus grandes personnalités de la civilisation musulmane. Ouais. Lui et les gens de sa génération, donc c'est vraiment le summum de l'âge d'or des sciences arabes. Tout à fait. On va en parler tout de suite. On y va. Alors, on va s'intéresser à cette immense personnalité qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, a son impact dans le monde scientifique. En termes de recherche, exactement. En termes de recherche. Parce que si vous essayez de voir, vous faites une petite recherche dans Google, vous allez voir qu'il y a des publications sur Ibn Sina jusqu'à cette année, l'an prochain. Il y a toujours des chercheurs qui travaillent sur ce qu'il a fait.
Parce que c'est un encyclopédiste. On connaît Ibn Sina parce qu'il est médecin, et on connaît Ibn Sina parce qu'il s'est intéressé à la métaphysique, mais il y a d'autres aspects dans la vie d'Ibn Sina qui sont tout aussi intéressants. Méconnus aussi. Méconnus, parce que... Et à chaque fois, en plus, c'est un gars qui a été prolifique, très, très prolifique. Donc, apparemment, il a écrit quelque chose comme 250 livres. Donc, et la majorité ont été perdus. Donc, mais de temps en temps, on en retrouve un. Donc ça fait un événement chez les historiens des sciences et les historiens de la philosophie. Tout le monde va se mettre dessus, essayer d'étudier, essayer de comprendre. Parce que avec Ibn Sina, c'est la preuve irréversible que la science islamique n'a pas été que la traduction des sciences grecques. Parce qu'il a eu des apports, et des apports très importants. Parce que c'est un gars, il était, pour une brève biographie d'Ibn Sina, il est né dans une ville à côté de Bukhara, il est décédé à Hamadan, il est maintenant. Donc il a fait un peu toute l'Asie centrale. Et en plus, c'est une période très, très trouble. Il y avait des guerres entre les différents princes, c'était des cousins qui se chamaillaient entre eux. Donc il y a des villes qui sont tombées, il y a des villes qui ont été brûlées, il y a des villes qui ont disparu. Il y a la première bibliothèque des Sassanides qu'il a utilisée, donc elle a été brûlée. Le prince qui l'a protégé, il a été tué, donc tout de suite il se retrouve en termes de fugitif. Mais avec tout ça, il écrit 250 livres. Oui, 250 livres, exactement. C'est énorme. Alors, vous avez dit quelque chose de très important, c'est dire qu'il l'a protégé. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était très difficile de s'attarder sur la science et surtout la science humaine et la santé, la médecine. Tout ce qui était donc, tous ceux qui touchaient à cela étaient considérés comme charlatans. Et bien avant, bien avant lui. Non, chez les musulmans, pas trop. Pas comme ça. Donc, ils concevaient la médecine était quelque chose de très, très honorable, honorifique même. Donc, lui, il a été choisi comme ministre chez certains princes, certains rois, parce que justement, il était médecin. Il était médecin. Donc, c'est ses capacités de médecin, parce qu'il a réussi à guérir quelques voisins, disant que lui aussi, il guérissait les gens, donc il donnait des remèdes gratuitement. D'accord. Donc, il a bâti sa renommée, bien sûr, dans cet espace. Exactement. Et quand on dit Ibn Sina, on a toute cette région. On a le Khorasan, on a le Tadjikistan, on a le Turkménistan, on a l'Iran, on a tout cet espace de l'espace islamique qui est partagé entre les Turkmènes et les Perses. Et lui, c'est tout ça. Donc, jusqu'à présent, il y a les Turcs qui disent qu'il est turc, il y a les Iraniens qui disent qu'il est iranien, il y a certains qui disent qu'il est chiite, l'autre qui disent ismaélite. Chacun veut s'accaparer Ibn Sina. Les sunnites disent qu'il était sunnite aussi. Donc, vous voyez l'importance du gars. Ibn Sina aussi, c'est le fruit d'un travail qui a été fait bien avant. Donc, lui, c'est l'âge d'or des sciences islamiques, c'est le 5e siècle de l'Hégire. Donc, on est au 11e, 12e siècle de l'ère chrétienne. Donc, mais lui, la science, la recherche a commencé bien avant. Donc, 150 ans avant, on a un siècle et demi de travail depuis l'époque de Kindi. Donc, il y a le savoir, il y a la civilisation qui commence à s'accumuler. Puis, on tombe sur une génération, la génération d'Ibn Sina, où il y a Ibn al-Haytham qui l'a connu, il y a Ibn al-Haytham, il y a Ibn Yunus, il y a le Biruni, il y a le Bittani, il y a Ibn Sina. Donc, c'est le summum de la civilisation. Et c'est grâce aux travaux qui ont été faits bien avant. Donc, 150 ans de travail pour arriver à produire cette génération de génies. Et c'est pas ex nihilo. Parce que même si à l'époque d'Ibn Sina, l'époque était très trouble, il y avait trop de guerres, il y avait trop de... Mais quand même, puisque le produit a été fait bien avant, donc on a pu produire ces génies. Mais c'était quand même difficile parce qu'il n'y a pas la technologie qu'il y a aujourd'hui. Exactement. Donc les contrées étaient lointaines, donc pour avoir l'information, il fallait se déplacer vers l'information et avoir tous ces documents. C'était des véritables manuscrits. Exactement, c'était des manuscrits qui étaient protégés, qui étaient jalousement gardés. Oui, mais comme lui, donc il s'est investi dans la médecine, il a eu accès à l'un des premiers princes chez qui il a travaillé, un certain Nuh, qui est tombé malade, il l'a soigné, et grâce à ça, il a eu accès à la fameuse bibliothèque de tous les ancêtres de ce roi, de ce prince, et là, il passe les meilleures années de sa vie à lire et relire. Donc, il disait, lui, il était très intelligent, et
très très intelligent, il était curieux. Donc il disait qu'il a pu apprendre tout. Donc il a appris le Coran tout jeune, tout petit. Et puis il est passé aux différentes sciences. Donc, premièrement les sciences de langue, puis la logique, puis la philosophie, l'astronomie, les mathématiques, la musique. Ouais. Donc il a étudié tout ça. Un véritable savant. Exactement. Il était complet, un encyclopédiste de première. Et puis il s'attaque à la métaphysique. Donc, il va essayer de lire Aristote. Il n'arrive pas à comprendre Aristote. Donc, jusqu'au moment, donc, il a dit qu'il a relu le livre de métaphysique d'Aristote 40 fois. Il est arrivé même à l'apprendre par cœur, mais il n'a pas encore saisi le sens des différents concepts qu'il y avait dans le livre. Jusqu'au moment où il tombe sur un livre de Al-Farabi, qui est mort 30 ans après la naissance d'Ibn Sina, mais qui ne l'a pas rencontré. Et il tombe sur un livre de Farabi qui explique Aristote, et là, il a la clé. Donc, il comprend tout, parce qu'il a les bases. Et puis, donc, il travaillait le jour comme dans l'administration, et la nuit, il était avec ses élèves à commenter. Aussi, donc, c'est un gars qui a profité de quelques épidémies pour faire de l'anatomie, donc pour étudier l'anatomie. Donc, il a fait de la chirurgie. Ça, c'est un peu condamnable, point de vue, mais il voulait comprendre. Surtout qu'il n'y avait pas tous les outils, tous les moyens, toute la technologie qu'il y a aujourd'hui en domaine de la médecine. S'il l'avait pris en train de charcuter, disons-le comme ça, un cadavre, donc il serait passé, il aurait exécuté. Condamnable, exactement. Bien Donc, sûr. il aurait exécuté. C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, c'était vraiment du charlatanisme, on était condamnés, on était aussi... Le corps d'un musulman, il est sacré tant vivant que décédé, que mort. Donc, mais il a pris le risque, il a étudié, il était curieux, et puis il a surtout, en termes de... on peut aussi voir, d'après les grands titres de ses livres, il y a le Qanoun en médecine. D'accord. Donc le Qanoun, c'est quoi? C'est un peu la loi. Oui. Et le but, ce qu'il a dans le livre, c'est la médecine de l'époque, c'était de récupérer, je ne sais pas si on a vu défiler, j'ai pas suivi. On a vu des textes. Voilà. L'un des textes, c'est l'une des premières éditions. Ça, c'est une photo. Enfin, c'est de représentation d'Ibn Sina. C'est de l'imaginaire. On n'a pas d'icône d'Ibn Sina. On n'a pas de représentation de l'époque. Mais donc, il y a ça, il y a la miniature. Oui, et puis, il y a l'une des premières éditions de Qanoun ibn Sina qui a été éditée en Europe, la version arabe. Il a été traduit. Donc, celle-ci? Ça, c'est le plus ancien manuscrit de Qanoun ibn Sina. D'accord. Qui daterait de 1030. Wow. Qui est conservé aujourd'hui? Qui est conservé, bien sûr, dans les bibliothèques européennes. D'accord. Mais, donc... le Qanoun, parce qu'il concevait la médecine comme étant retrouver les équilibres. Donc, il y a les humeurs, il y a les... D'accord. Donc, on doit retrouver, pour être sain, il faut retrouver l'équilibre du corps. C'est ça le Qanoun. Mais il donne un autre titre qu'on aurait donné maintenant à un livre de médecine. Il donne le titre de Shifa à un livre de philosophie de métaphysique. D'accord. C'est Shifa, c'est un livre qui traite de l'âme. Parce que même si on est bien physiquement, donc on n'est pas sûr qu'on est guéri. Donc, du point de vue animique, est-ce que son âme, parce que le but c'est sauver son âme, exactement. Oui. Voilà, donc et là c'est de la métaphysique. Il parle de c'est quoi le nefs. Il écrit même. Ce qui est aussi curieux, c'est chez Ibn Sina. Il était précurseur donc de la psychologie, de la psychologie, de l'éthique. Oui. Donc il y a plein d'aspects comme ça qu'on retrouve chez lui. Donc il disait que même si vous avez devant vous un malade qui est dans un état final, il faut toujours lui promettre la guérison, il faut toujours lui donner de l'espoir. Parce que il ne faut pas accabler comme ça un malade. Il était fin psychologue. Voilà, il était très psychologue. Donc, et c'est la même période où Razi invente le fait d'enrober les médicaments qui étaient amers à l'époque, on les enrobe dans maintenant du chocolat, c'est de la caramel, peut-être à l'époque du sucre ou du miel. Donc c'est pendant cette période qu'ils ont inventé cette façon de faire pour pouvoir avaler pour que le patient sans goûter cette amertume. Exactement, donc sans le goûter. Et donc ils étaient très, très attentifs à ces questions, donc c'était très important. Et là j'ai une citation. Voilà, il dit « Un médecin ne doit jamais laisser paraître que son patient est condamné sans espoir. » Donc, il le dit clairement. Donc, c'est une phrase comme ça, et on tombe sur ça, on se dit « Oh, c'est extraordinaire. » Et puis, il y a aussi le style.
Ibn Sina, quand il écrit, donc il écrit dans les deux langues, il écrit en arabe et en persan, et quand il écrit en arabe, c'est un style très développé, donc c'est un style soigné, donc il a même des poèmes, il écrit, donc il n'y a pas... C'est pas carré. Exactement, c'est pas... C'est pas un jargon peut-être médical. Non, non, pas du tout. C'est explicatif avec les détails. Avec des détails et une belle langue. Il a une belle plume et un très beau style. Donc, quand il dit, par exemple, il a un poème très connu dans le Nefs, donc, qui étudie l'âme. Donc, il le dit هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع محجوبة عن كل مقلة عارف وهي التي أسفرت ولم تتبرقع وصلت على كره إليك وبها كرهت فراقك وهي ذات توجع أنفت وما أنست فلما واصلت ألفت مجاورة الخراب البلقع. Wow. Donc, c'est très beau. C'est une poésie qui n'est pas... C'est pas une poésie didactique qu'on donne, donc, plein d'un jargon scientifique, comme vous disiez, donc plein de lexiques, de mots, de vocabulaire scientifique qu'on associe pour donner un poème pour le mémoriser mnémotechnique. Donc, non, c'est pas ça. Donc, il écrit en respectant la langue. Et même s'il écrit en persan, c'est des écrits tout aussi beaux. Donc, vous voyez, donc c'est une fierté. C'est une fierté. Et puis, on en parle maintenant parce que dans une émission algérienne, parce qu'on s'approprie nous aussi Ibn Sina, parce que Ibn Sina, c'est un savant arabe musulman qui est algérien, parce qu'il a inspiré aussi des Algériens. Il y a Ibn Hamadouche qui a expliqué aussi le Qanoun d'Ibn Sina. Il y a Ibn Rushd qui a travaillé sur le Qanoun d'Ibn Sina. Et il y a notre grand professeur Nordin Abdelkader qui a traduit justement l'un des travaux d'Ibn Sina. Donc voilà, il a travaillé sur qu'il a traduit en français en 1950, je crois qu'il a publié avec un professeur français. Donc il est resté quand même vivant. Quels sont les travaux majeurs qui sont restés à l'heure actuelle encore dans la médecine où on s'en est servi? Peut-être au 16e, 17e siècle, les canons d'Ibn Sina, c'était la Bible chez les chrétiens. Donc c'était le livre incontournable. Il a été traduit dans plusieurs langues, il a été étudié, donc on en trouve plein de copies dans les différents monastères et couvents en Europe, dans les différentes bibliothèques. On lui change le nom. C'est-à-dire qu'on veut européaniser le nom? Lui, non, il a eu le... Ibn Sina Avicenne, oui, bien sûr, quand on ne peut pas traduire, on peut... Donc, il y a lui, donc il y a Avicenne, il y a aussi Averroès, il y a... donc, Ibn al-Haythami devient Al-Azan, donc il change tout, donc ils ont cette manie de vouloir tout changer, donc... Justement, pour reconnaître que ce sont donc nos savants. Des fois, c'est difficile. Des fois, on n'arrive même pas à identifier. Des fois, il y a des... On sait, on en a parlé la dernière fois quand on a parlé du livre de Ahmed Ben Hamouda sur les noms des étoiles. Et on a vu que le changement qu'il y a eu dans la transmission des noms des étoiles, des fois, on ne peut pas faire le chemin inverse. Il y a quelques noms d'étoiles, on sait qu'elles sont d'origine, mais on ne peut pas les identifier parce que ça a été tellement charcuté, puis mutilé, puis changé. Et il y a eu des perditions en cours de route. Voilà, exactement. Donc, on n'arrive pas à identifier. Il y a certains auteurs arabes qu'on retrouve dans des manuscrits latins, donc avec des noms bizarroïdes comme ça, et on n'arrive pas à faire le chemin. À faire la traçabilité, en fait. Exactement. Mais Ibn Sina, comme c'est un personnage très important, donc qui a gardé sa place et chez les musulmans, dans l'histoire de l'islam, et puis chez les chrétiens par la suite en Europe. Donc il a pu garder sa place parce que bon, Est-ce qu'il a eu par la suite des descendances et des personnes qui ont poursuivi son travail? Oui, il a eu des élèves. Il a eu, je pense, une quarantaine de disciples pendant toute sa vie. C'est important. Il a enseigné, mais ils n'ont pas brillé autant que lui. Certains ont continué la recherche. Par exemple, Nusayr Tosi, il a expliqué certains travaux d'Ibn Sina. Il y a l'un de ses élèves qui a complété sa biographie. Donc, parce que lui, il a commencé une autobiographie, mais il l'a pas terminé. Parce qu'en plus, il a terminé en beauté. Parce qu'à la fin, il est tombé malade. Il a essayé de se soigner avec de fortes doses. Mais il a compris par la suite que c'est bon, il allait mourir. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait?
Donc, il libère ses esclaves, la première des choses. D'accord. Il partage ce qu'il a partagé, donc De son vivant. de son vivant. Il avait compris Il quand a même. compris qu'il allait, oui, il est Mourir. médecin, donc il a Ouais. compris que c'était la fin. Et il s'isole et il commence comme ça à lire le Coran qu'il a appris depuis l'âge de 8-10 ans. Donc il terminait la lecture du Coran une fois tous les 3 jours jusqu'à ce qu'il il est soit mort le emporté. premier jour du Ramadan. C'était un vendredi en plus. Et là, peut-être qu'on a Très vu le symbolique. mausolée. Oui, bien Oui, sûr, parce très que symbolique. vous voyez, c'est C'était- une fin comme ça. Voilà, un petit peu mystique aussi. Oui, il y a une part de mysticisme chez Ibn Sina, Mhm. mais il se posait toutes les questions. C'est ce qui est beau chez Ibn Sina, Ouais. toutes les Très curieux. Exactement. J'étais en De train la de voir la nature, dernière de la fois vie. un travail sur l'impensable de Mohamed Harkoun. Mhm. Et là, je me rends compte que Ibn Sina, il n'y avait pas d'impensable. Pour lui, il n'y avait pas de frontières. Donc, il a réfléchi sur tout. Et il a abordé des questions dont on n'oserait même pas en parler maintenant. C'est Donc, vrai. il y a des questions philosophiques qui sont très importantes, même maintenant, actuellement, qui sont toujours en débat. Si j'en parle à la télévision, je risque de... En fait, lui était précurseur hein, sur son temps. Il était comme la majorité des savants et chercheurs de l'époque. Hein. C'était des visionnaires, donc ils ont réussi à comprendre le monde dans lequel ils vivaient et extrapoler même après. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des gens, c'est pas des personnages qui sont nés ex nihilo. Donc il n'y avait rien, puis il y a eu Ibn Sina comme ça, comme Voilà. un truc de génétique, une mutation génétique. Il y a un génie, il a tout. Non, Ibn Sina, c'est le fruit d'un travail qui a été commencé bien avant. Et c'est ça, on ne peut pas avancer. Si à l'époque, pour arriver à cette génération, il a fallu 150 ans de travail intellectuel, maintenant on peut le faire en 5-6 ans. Parce que une fois, on a posé la question à un politicien, donc ils lui disent comment vous avez pu changer votre pays, vous êtes passé d'un pays du tiers-monde à un pays développé, vous êtes producteur maintenant de technologie. Il leur a dit c'est simple, on a fait les réformes qu'il fallait, qu'est-ce que vous avez fait? Il leur dit on a arrêté de former des demandeurs de travail et on a décidé de former des créateurs de travail. D'accord. Donc tout simplement. Donc Tout en simplement. changeant la philosophie, donc on devient plus... donc il y a Oui. une dynamique qui s'installe et on voit tout de suite le résultat. Voilà. Parce que On comme comprend, vous le on disiez, comprend maintenant mieux. la technologie permet l'information est là, elle est partout. Donc il faut la chercher. Quand je cherche sur Ibn Sina, je trouve sur le net, il y a plein d'informations. Il y a la bibliographie Il y a aussi la qui est très bibliographie. importante au niveau des bibliothèques Voilà. aujourd'hui. C'est bien conservé, ça fait partie donc des manuscrits jalousement conservés dans des bibliothèques au niveau mondial. Et aujourd'hui, l'accès est accessible parce qu'il y a eu donc Tout des est copies. numérisé, Tout voilà. est numérisé. Aujourd'hui, les chercheurs accèdent à l'information. Est-ce que Ibn Sina a fait des schémas aussi sur la médecine, sur la santé, sur... Est-ce que ce sont aujourd'hui des documents qu'on arrive aussi à étudier? Oui, on arrive à les étudier, mais je me pose toujours la question parce que ils avaient une conception du médicament et je me pose toujours la question, est-ce que les médicaments qui sont dans les livres de Ibn Sina et d'autres ont été retestés? Je ne sais pas. Ça, c'est une question. Parce que maintenant, on est passé aux médicaments industriels. Donc, on cherche la molécule active. Ouais, et on mais en fait eux, des ils génériques, étaient... etc. Voilà. Mais eux, c'était une autre conception du médicament. Parce La que, phytothérapie, beaucoup plus. exactement. Est-ce qu'on les a testés? Est-ce que quelqu'un s'est intéressé à tester ces médicaments? Parce qu'ils parlent même de cancer, ils parlent de maladies très importantes qu'on en sauve maintenant. Et quel a été son apport? Est-ce qu'on a testé ces médicaments à lui et d'autres? Je ne sais pas. Parce que bon, en termes de médecine, je ne peux pas m'avancer plus que ça. Parce que même les noms des maladies qu'il a identifiées, j'ose pas les... Exact. Les citer, parce que c'est vraiment, on ne connaît pas, on ne sait pas aujourd'hui ce qui, à part bien sûr peut-être les chercheurs qui arrivent à comprendre entre les lignes et savent identifier. Voilà, exactement. Donc tout ça, c'est Ibn Sina. Et puis il y a aussi les aspects, moi, qui m'intéressent chez Ibn Sina, ses travaux en astronomie. Donc il a parlé aussi, bien sûr, il a travaillé là dans ses livres, il a parlé de tout. Donc c'est aussi une astronomie qui est liée à une certaine conception du monde de l'époque. Bien sûr, c'est le système où la Terre était le centre de l'univers. Donc il y avait les différentes planètes qui tournaient autour de la Terre. Donc il y avait la grande question, on parle des fameuses sphères, donc les épicycles. Est-ce que ils sont physiques, ils sont pas physiques? Est-ce que c'est du verre, c'est pas du verre? Est-ce que c'est juste... Mais certains à l'époque
l'époque disaient non, 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 c'est juste c'est un modèle géométrique pour pouvoir reproduire le mouvement de ces astres, Oui. donc sans plus. Donc il y a tout ça. Donc, Il y a beaucoup de tout ça. questionnements Oui, exactement. qui, à l'époque, vraiment, c'était vraiment du travail. Hein. C'était vraiment un travail sur soi d'abord, pour travailler sur cette philosophie de l'espace, du monde qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, les outils sont là, encore une fois. Mais on n'a plus l'inquiétude. Et beaucoup cette avancée qu'ont fait nos aînés, nos aïeux, l'ont fait. Ces découvertes nous ont permis aujourd'hui de comprendre un peu mieux les choses. Et beaucoup reste encore à faire. C'est peut-être notre bien-être qui fait qu'on n'est plus motivé à chercher, parce qu'on se complaît dans notre bien-être. Donc on se pose pas de questions. Donc on a tous les outils. Donc on ne cherche pas à améliorer, on ne cherche pas à avancer. Alors qu'à l'époque, non seulement ils n'avaient pas les moyens, mais ils avaient aussi ces inquiétudes intellectuelles qui les motivaient, qui créaient qui les emballaient, cette envie. Donc ils travaillaient nuit et jour. Donc quand on voit quelqu'un qui a travaillé comme médecin, qui a vécu 57 ans, qui a fait tout ça, donc ayant vécu, ayant côtoyé tous ces princes, ayant vécu avec ces princes des guerres, il a voyagé aussi. Il a été emprisonné aussi, donc quelquefois. Et en prison, donc il a écrit, il n'a pas arrêté. Il s'est pas arrêté. Il s'est jamais arrêté. Je vous ai parlé tout à l'heure de sa descendance, vous m'avez parlé beaucoup plus de ses élèves et de ses disciples. Est-ce qu'il a eu donc des enfants? Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Cette question. Ce côté-là n'a pas été trop étudié? En général, si l'enfant n'est pas savant comme son père, donc des fois on en parle, mais la majorité des temps, donc on n'en parle pas dans les biographies. C'est dommage. Des fois on se contente de dire que oui, il a eu des enfants, il n'a pas eu d'enfants, des trucs comme ça. Mais il s'est marié. Bon, à l'époque, il se mariait, donc ils avaient des esclaves, ils se mariaient comme ci, comme ça. Donc en plus dans les guerres, donc il arrive dans une cour, il y a peut-être le roi ou le prince qui lui offre bien sûr, une sa personne, fille à se marier avec, des choses comme ça. Mais je ne sais pas. On préfère rester sur le personnage et sur l'immense découverte scientifique sur lesquelles ils ont travaillé, sur surtout les débuts de la pharmacologie aussi. Hein, c'était très important de citer cela. Travailler sur la phytothérapie et la recherche, et surtout ce côté spirituel. Spirituel, il y a ce côté humain, métaphysique. C'est vraiment de la métaphysique pure, c'est de la philosophie pure, c'est aussi un logicien. Donc, il se pose les questions qu'on se pose actuellement sur l'origine de l'univers, sur le devenir de l'univers. Donc, il y a toutes ces questions. Et puis, en relation avec, bien sûr, la religion islamique, il y a aussi d'autres questions qui se posent. C'est quoi la prophétie? C'est quoi l'âme? Que deviendrait l'âme? Le jour de... Beaucoup de questionnements. Beaucoup de questions philosophiques qui sont... et qui font que maintenant, donc il y a certains de ses écrits qui fait que certains le condamnent, même si c'est... Donc c'est un gars qui ne laisse pas les gens... il ne les laisse pas... neutre comme ça. Donc même 1000 ans après, donc les gens ont besoin de s'exprimer sur Ibn Sina. Est-ce qu'il avait raison, il avait tort? Bon, le gars, il a fait sa vie, il a écrit. Donc, en tout cas, c'est un personnage auquel il faut s'intéresser et sur lequel il est important de s'arrêter, surtout au point de vue de sa recherche. Même pour susciter les vocations chez les enfants, c'est des hommes clés qu'on a, c'est des personnages très importants qu'on peut présenter de façon très ludique. Et pluridisciplinaire surtout. Pluridisciplinaire. Et comme ça vous leur ouvre l'esprit, donc ça ouvre les horizons des petits et c'est curieux. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, précurseur de la psychologie. Exactement, c'est l'un des... Et la métaphysique. Merci beaucoup, Merci Ahmed. à vous, ça a été un plaisir et un régal de parler de Ibn Sina avec vous. Eh bien, bonne chance, bonne journée. Je sais que vos journées sont bien chargées, bien pleines. On vous souhaite bon courage. À vous aussi, merci. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, on va rester dans le domaine des manuscrits et de la restauration justement de ces anciens manuscrits. On va s'intéresser justement à ce reportage puisque notre journaliste Leïla Benhaïcha s'est déplacée au niveau de la Bibliothèque nationale et voir comment est-ce que ces manuscrits sont entre de bonnes mains. Ils sont numérisés et précieusement gardés. Regardez. Les manuscrits, un patrimoine national que la Bibliothèque nationale conserve jalousement. Un patrimoine qui raconte une partie de notre histoire et une autre d'ailleurs. Ce fonds compte plus de 5000 titres dans différentes langues et thèmes, constituant un trésor inestimable, à l'exemple de ce Coran écrit sur du parchemin et datant du IIIe siècle de l'ère de l'Hégire
et représentant le plus ancien manuscrit de la bibliothèque. Ou encore cette petite copie iranienne du Coran datant de 1677. Les premiers manuscrits de ce service appartenaient aux ulama de Constantine, bien sûr, et de Mascara, et de Tlemcen, bien sûr. Voilà. La tâche la plus importante dans le service, c'est de la collecte du patrimoine national manuscrit, et bien sûr d'autres manuscrits de différents pays. Il y a toutes les langues, bien sûr. Il y a bien sûr l'arabe, c'est 99% c'est l'arabe, il y a le français, l'ancien français. Bien sûr, il y a le persan, le turc, ottoman. Il y a même d'autres langues qu'on n'a pas pu il y a avoir un manuscrit du Tibet, si j'ai... Oui, c'est un énigme, bien sûr, jusqu'à présent. Comment il se retrouve en Algérie? C'est un don d'un Français qui travaillait, je pense, à la Bibliothèque nationale au XIXe siècle. Oui. C'est un manuscrit qui a besoin d'être étudié par des spécialistes. Le département manuscrit s'enrichit d'acquisitions par plusieurs sources, notamment les dons, les legs, mais aussi les achats pour lesquels un budget est prévu. Les nouvelles acquisitions seront cotées, cataloguées, classées avant de passer à la numérisation au service reprographie. Après consultation de l'état du document, il passe au scanner avant d'être stocké sur de nouveaux supports. Quand on réceptionne le document, on va vérifier dans la table s'il est numérisé avant ou pas. On va calibrer le scanner. Ça dépend de l'usage. Si on va le préserver pour nous, on le numérise avec le motif. Si pour le communiquer à un chercheur ou sur réseau, on le numérise sous forme JPEG. Si tout le document numérisé, on le grave dans un CD ou DVD. On le stocke aussi dans un disque dur externe ou sur le PC lui-même. Dans le troisième service de conservation et reliure, les manuscrits subissent 3 opérations. La conservation préventive, une assistance scientifique et technique et enfin une conservation curative. Il y a le côté état de conservation, c'est-à-dire on relève tous les compositions, tous les composants, la composition et les composants de ce manuscrit-là. C'est-à-dire, on voit le côté couvrure, c'est-à-dire la reliure, le côté support, le côté la décoration, le texte, l'écriture, et ça, toute cette description-là, elle rentre dans la partie étude codicologique. Ensuite, on relève les dégradations, les différentes dégradations, parce qu'on peut trouver des dégradations mécaniques, des dégradations chimiques, des dégradations biologiques. Donc, s'il s'avère que le document, le manuscrit, présente ces différentes dégradations, donc on doit forcément et systématiquement préconiser des traitements qui correspondent à ces dégradations-là. Une fois le traitement des manuscrits terminé et pour une conservation optimale, les chercheurs pourront consulter les duplicata des différents manuscrits sur différents supports. Alors, nos complices d'aujourd'hui, on aura parlé d'environnement, on aura parlé aussi de santé publique et surtout de consommation, les associations et les bons plans. Bonjour les filles. Bonjour. Farah Tibouche, bonjour Farah. Hamadesh, comment ça va? Ça va, merci, vous. Très bien, on va parler avec vous de consommation et surtout de bons plans aussi concernant des conseils, des recommandations, exactement. Tout à fait. L'environnement avec aussi notre ami Nour Moqaddam. Oui, tout à fait. Donc, pollution des sols et dépollution des sols. Voilà, c'est très important, on va en parler, c'est un véritable problème de santé publique. Et bien sûr, avec nous, Kanzan Achar, qu'on retrouve d'habitude le week-end. Oui. Mais aujourd'hui, on a le plaisir à vous retrouver. Comment ça va? Très bien, merci, très bien. Parfait, parfait. Et bien sûr, Dalia Mezaguer pour Bon Plan. Oui, tout voilà, à fait. D'habitude, on vous retrouve le samedi, le dimanche. Oui. Voilà.
Et là, exceptionnellement, vous êtes avec nous, à avec fait, votre sourire. Merci. Voilà, marhaba bik. Alors, on va commencer avec Farah. On va parler bien sûr aujourd'hui des dates de péremption. C'est très important. Alors justement, les dates de péremption, nous avons tous le réflexe de lire les dates lorsqu'on va acheter quelque chose, et c'est tant mieux, parce que ces dates sont là pour nous indiquer à partir de quel jour le produit n'est plus frais et qu'il est déconseillé de le consommer, voire il faut le jeter. Donc, or, avant, si vous avez remarqué, sur les produits, on trouvait une simple mention, c'était date de péremption. Et puis c'est tout. Il fallait respecter cette date et s'arrêter là. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs mentions. On trouve la DLC, la DLUO et on trouve aussi la DLV. Donc, pour expliquer un petit peu tout cela... C'est quoi la différence? Justement, pour la différence, la DLC, c'est la date limite de consommation. C'est le jour à partir duquel le produit n'est plus consommable. C'est ça? Alors, exactement. Alors, elle est indiquée, nous avons aussi une autre photo, elle est indiquée par un jour, un mois, une année. Donc c'est un jour précis. La DLC, la date limite de consommation, elle a un caractère impératif, c'est-à-dire qu'il faut, c'est-à-dire à partir de ce jour-là, on ne consomme plus le produit. Pas négocier, etc. S'il arrive au jour fixé, on le jette. Très bien. Ça, c'est pour la date limite de consommation. Bien sûr, aussi, il arrive que le produit, donc il arrive à sa date limite, donc à ce moment-là, il faut le jeter. Il est aussi recommandé de ne jamais congeler les produits qui se rapprochent de la date limite de consommation. Alors parce que parfois, on voit certaines personnes qui disent « Bon, le produit sera périmé dans une petite semaine, je ne pense pas que je vais le consommer. Je vais le mettre au congélateur, je le ressors. » Vraiment, pour du pain, vraiment, il faut avoir du pain industriel, parce qu'il y a la mention. Parfois, il y a des produits qui se disent « Bon, peut-être je vais gagner quelques jours avec, je le mets. » Ça, c'est strictement jamais fait. interdit. Parce qu'une fois qu'ils sont décongelés, disons qu'ils vont... perdre un petit peu de leur... ils vont devenir carrément plus dangereux qu'avant, parce qu'ils vont se détériorer rapidement. Donc, on n'essaie pas de grappiller quelques jours en congelant le produit. C'est ridicule en fait. Exactement, mais certains le font, donc on ne le fait pas. Autre chose, ensuite on a dit on avait la DLC, la date limite de consommation, et nous avons aussi la DLUO, c'est la date limite de consommation optimale. On le trouve sous la forme de à consommer de préférence avant. D'accord. Oui. C'était à consommer à consommer jusqu'au pour la DLC. Celui-là, c'est à consommer de préférence avant on a souvent le mois et l'année. Parfois, on trouve le jour, mois et année sur la date. Alors, contrairement à la DLC, la date limite de consommation, la date limite d'utilisation optimale n'a pas un caractère impératif. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de jeter le produit à la date fixée. Alors, parce qu'en fait, ça ne représente pas un danger pour notre santé. Cela dit, le produit, lorsqu'il arrive à la date limite d'utilisation optimale, il risque d'avoir perdu son goût. L'aspect peut changer et les qualités nutritionnelles peuvent avoir disparu. Être altérées en fait. Exactement, et carrément disparaître. Alors par exemple, si pour le cas du café ou du chocolat, il risque d'avoir perdu le goût. Pour le chocolat, même l'aspect, on trouve que c'est un petit peu blanc à l'extérieur, donc ça c'est pas terrible. Ça c'est pas bien. Et ça, quelquefois, c'est pas la date de péremption. Quelquefois, si vraiment la conservation. Exactement. C'est la chaîne de froid qui n'a pas été respectée. Exactement, ou la façon de conserver le produit qui n'est pas bonne, donc il se détériore plus vite. D'accord. Donc, comme on a dit, pour le chocolat, le café, il peut avoir perdu l'arôme et le goût. Les biscuits peuvent être ramollis. Parce qu'ils ont été mal conservés, ils ont été touchés par l'humidité. Ils ne sont pas croustillants. Exactement. Souvent, personne n'aime manger ce genre de biscuits. C'est vrai. Vous avez l'habitude de voir les dates de péremption, les filles? Oui. Automatiquement? Non. Depuis combien de temps? Non, pas automatiquement. Ah d'accord. Parfois, on a confiance. Moi aussi. Pas forcément. Plus sur certains produits sensibles, je pense. Les produits laitiers. Je regarde, je touche même bien. Je touche bien pour savoir si la chaîne de froid a été respectée ou pas. D'accord. Moi, c'est une fois acheté que je regarde. À la maison. À la maison. On se rend compte que la date est dépassée parfois. Bah oui, par exemple. Et où vous voyez par exemple le paquet, ou si c'est, je sais pas, un yaourt, là ça gonfle. Exact. Vous le laissez dans le réfrigérateur, vous les oubliez, et puis la date arrive. Exactement. Voilà. Ça, il faut jeter. C'est les produits qui sont en promotion. Quand il y a une de bonne la date, là que je regarde. Qu'est-ce que c'est que ce bon prix là? C'est un réflexe. C'est à ce moment-là que je regarde les dates de péremption, mais sinon. Il reste combien de jours avant la date? Si oui, j'achète, sinon. Il reste 2 ou 3 jours. D'ailleurs, concernant, elle parlait de la chaîne du froid et les produits frais, par exemple, il faut faire attention, même si la date elle est encore éloignée. Parfois, on voit chez certains commerçants, ils chargent leur frigo. C'est vrai.
Quand le frigo il est chargé, automatiquement, il fait moins froid. Sauf s'il a un super frigo. Chez certains, on voit que vraiment, il marche très bien le frigo. On sent même la fraîcheur qui se dégage du frigo, ça c'est bon. Mais parfois, on voit d'autres, leurs frigos sont tellement surchargés de produits que lorsqu'on prend, que ce soit un pot de yaourt ou autre, on a l'impression qu'il n'est pas froid. C'est vrai. Il est limite à la température ambiante. Là, on évite, on ne prend pas. C'est clair que la chaîne du froid elle a été rompue, donc là, on évite. Que certains commerçants, bien parfois sûr, éteignent carrément, non, voilà, tout à fait, ils éteignent leur frigo la nuit. Voilà, débranchent leur frigo. Oui, exactement. La et vous nuit, trouvez oui, des gouttelettes sur les vitrines. Exactement. Et ça, il ne faut pas acheter. Non, il était branché. Non. Exactement, parce qu'il commence très tôt, donc là, il faut faire attention. Et même les vitamines, ils disparaissent lorsque la date limite d'utilisation optimale est dépassée. Donc, à la limite, ça ne vaut pas trop le coup de consommer ces produits-là. Et souvent, cette date limite d'utilisation optimale, on la retrouve sur des produits qui ne sont pas des produits fragiles. On ne les retrouve jamais sur des yaourts, du fromage ou du lait. Généralement, une farine, par exemple. Farine, semoule, biscottes, céréales, etc. Sucre. Parce que le sucre, comme amine, ne se périme pas. On les retrouve aussi sur les conserves, parce qu'on voit parfois des conserves qui peuvent aller jusqu'à 10 ans. Le plus c'est bizarre. Si, ça, parce qu'il y a toute une stérilisation avant, donc c'est tout à fait normal. Et ensuite, on les retrouve aussi sur les produits qui ont une forte teneur en sucre, comme on l'a dit, parce que le sucre, c'est un conservateur naturel. Donc, on le trouve par exemple sur les confitures et le miel. D'ailleurs, on dit que le miel, c'est le seul aliment qui ne se périme jamais. C'est ce qu'on dit. Exactement. D'ailleurs, il y a quelques années, ils ont même retrouvé du miel dans une pyramide. Donc, c'était un miel qui datait de 2000 ans. Il était toujours propre à la consommation, mais il n'avait plus de goût, forcément, depuis le temps. Donc, à condition, donc on peut garder le miel des années dans son placard, à condition de bien le conserver, qu'il soit à l'abri de l'humidité. Le miel cristallise, en fait. Et de la lumière. Ça dépend des composants, mais chaque miel est différent. Donc, il peut cristalliser, c'est-à-dire que vous trouverez donc, du sucre pratiquement, et ça diffère d'un goût à un autre. Tout à fait. Tout dépend à la base avec quoi il est fabriqué le miel, quel type de fleurs. Faut-il consommer ou pas quand la date de péremption est arrivée? Alors, est-ce qu'il faut d'abord respecter peut-être ces dates? Est-ce qu'il faut les respecter ou pas? Exactement. Alors, je vous dirais oui et non. Parce que c'est vrai que pour les dates limites de consommation à la DLC, il faut la respecter scrupuleusement parce qu'elle touche, comme on l'a dit, des produits fragiles comme le lait cru, la viande, etc. Pour ce qui est, il ne faut pas non plus, c'est-à-dire suivre aveuglément les dates de péremption, parce que parfois, il arrive qu'un produit dans la date est encore éloignée, on voit que le produit a été détérioré. Donc, même si la date elle est éloignée, le produit il est détérioré, soit parce qu'il a été mal conservé, parce que l'emballage a été touché, donc on ne suit pas aveuglément. Le conseil le plus important, c'est toujours sentir le produit. Quand on l'ouvre, voir son aspect, si on voit qu'il a une couleur bizarre, un aspect bizarre, on ne le consomme pas. Même si la date elle est encore loin, on ne consomme pas. Donc il faut faire preuve de bon sens un petit peu. Quelquefois, c'est la chaleur qui peut aussi détériorer l'humidité. On trouve par exemple des sachets de gruyère gonflés. Exactement. Et là, est-ce qu'il faut Ça veut dire que l'air a pénétré. Donc là, il faut ouvrir et voir. D'accord. Il faut ouvrir et voir. Il m'est arrivé une fois d'acheter une brique de lait. La date, elle était éloignée, mais au moment de le goûter, elle était tournée. C'est la chaleur. Ça, c'est... Parce qu'en fait, il y a eu, je sais pas, il y a eu un trou dans la brique ou quelque chose comme ça lors de la conservation, donc le lait avait tourné. Donc, comme quoi, il ne faut pas se fier aveuglément à... Et est-ce qu'on peut se plaindre dans des cas comme ça? À la limite, on peut se plaindre au niveau du magasin. Pas aller jusqu'à l'association. Pour ça, non, l'association, c'est vraiment si c'était une grosse quantité de produits qui a été touchée ou bien un dysfonctionnement au niveau de la chaîne de fabrication. Peut-être pour que l'association puisse contacter, puisse contacter le fabricant. Mais là, si vous achetez juste un paquet de lait ou si le problème se situe au niveau du vendeur, là, vous retournez voir votre épicier ou vous l'avez acheté, vous lui demandez, voilà, le produit, vous lui dites qu'il y a eu un problème, vous pouvez être remboursé ou il vous donne autre chose. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas aller jusqu'à une association s'il n'y a pas quelque chose de grave, il n'y a pas eu d'intoxication grave, on le verra après, s'il n'y a pas eu quelque chose vraiment de très très grave. Donc, juste pour un produit mal conservé au niveau du magasin, l'association ne pourra rien faire pour vous. Ça ne concerne pas la fabrication. Si vraiment il y a une intoxication, il faut garder le produit, il faut vraiment... Bon, si on ne l'a pas jeté déjà. Il faut vérifier toujours avant de consommer. Et puis, autre point, c'est que les produits sensibles ne supportent pas de rester longtemps en dehors du frigo. Donc, quand on sort un pot de mayonnaise, surtout si elle est faite maison, on ne le laisse pas longtemps sur la table. Même chose pour le beurre ou le lait. Donc, moins d'1 heure.
Là, Vraiment, on parle, 30 minutes. oui. Ah, là, on parle des produits donc, à consommer. On pourrait aussi évoquer le volet donc, médical, les médicaments. Ah oui, pour les médicaments. Alors pour les médicaments, les dates de péremption sur les médicaments. Il faut respecter ces dates-là parce qu'en fait, ils vous disent que c'est pas parce que le produit le médicament peut être dangereux après cette date, c'est surtout qu'il sera inefficace. Voilà. Parce qu'il y a le principe actif dans les médicaments. Au bout d'un certain temps, c'est-à-dire déjà avec le temps, le produit actif diminue. Les propriétés et l'efficacité du principe actif diminuent. Bon, il ne diminue pas beaucoup, mais on dit que généralement, entre la date de fabrication et la date de péremption du médicament, il perd 10% de principe actif. Alors on dit, bon, 10% ça paraît peu, mais on dit qu'il se peut que le médicament ne soit pas aussi efficace qu'avant. L'essentiel, c'est que c'est pas mortel. C'est pas mortel, mais c'est pas actif non plus, donc ça ne sert à rien de le consommer. De le consommer, ça va juste encore fatiguer le foie pour un petit peu filtrer tout ça et les reins, donc ce n'est pas la peine. D'ailleurs, même lorsqu'on achète un produit, que ce soit un médicament ou un autre, personnellement, ce que je fais, je ne regarde pas que la date de péremption. Je regarde aussi la date de fabrication. Oui. C'est-à-dire, si le produit a été fabriqué il y a de cela 6 mois, c'est clair que niveau fraîcheur, même si la date elle est éloignée, niveau fraîcheur, c'est pas terrible. Donc, il faut toujours, lorsque vous choisissez un produit, vous achetez toujours un produit qui a été fabriqué récemment. C'est encore mieux. Et souvent, dans les magasins, les produits qui ont été fabriqués récemment, on les trouve derrière. Parce qu'ils commencent par mettre ceux qui vont bientôt... Bien sûr. Voilà, c'est une pratique commerciale. Bah oui, bah oui. C'est la grande donc, il faut toujours chercher derrière. C'est-à-dire ne pas hésiter à aller chercher derrière les rayons. Exactement, derrière les rayons. Pour prendre celui, c'est-à-dire l'arrivage le plus récent, les produits qui ont été fabriqués récemment. Donc, pour les médicaments de préférence, bien sûr, on respecte les dates parce que ça ne sert à rien de consommer un médicament qui est... bon, il y a certaines pratiques aussi chez peut-être les commerçants. Quand vous avez des yaourts peut-être qui gonflent ou des produits qui gonflent et que c'est pas la date de péremption, ils vont piquer. Ça, c'était alors là, les dégonfles, c'est ça. C'est arrivé, ils ont aussi montré ça sur certains articles. Oui, mais c'est encore plus grave parce qu'une fois que l'opercule est piqué, il y a les microbes qui rentrent exactement. Donc là, il devient encore plus dangereux pour la santé. Donc à ce moment-là, raison de plus, au moment d'acheter, on vérifie bien. S'il n'y a pas de trou, si c'est pas un petit peu, si ça coule pas, ou alors juste on voit si c'est pas, s'il n'y a pas de trou, si sur les côtés il n'est pas un petit peu ouvert, etc. Et bien sûr, lorsqu'on achète, on regarde bien. Quand on ouvre, on regarde bien l'aspect, s'il n'y a pas de moisissure, si la couleur n'est pas bizarre, c'est la consistance, parce que souvent on rachète les produits qu'on connaît déjà. Donc on regarde s'il a le même aspect que d'habitude, etc. Et on n'hésite pas. Si c'est pas bon, il faut qu'on prenne l'habitude de lire se plaindre aussi. Lire l'étiquetage, les dates. Et aussi, pas de se plaindre, mais disons de réclamer. Quand un produit n'est pas bien, on n'hésite pas, on retourne chez le commerçant, on dit que ça n'a pas été bien conservé, il faut revoir ça, etc. Parce que si on ne réclame pas, il y a certaines pratiques qui vont perdurer et ça, c'est pas bon pour le consommateur. Alors, y a-t-il des risques justement pour la santé du consommateur? Tout à fait. Donc, comme c'est des aliments, souvent quand il s'agit d'aliments, donc c'est un réel risque pour la santé. Le premier risque, c'est l'intoxication alimentaire aiguë. Ça, tout le monde connaît, vomissements, fièvre, diarrhée, etc. Ensuite, nous avons des maladies encore plus graves. Nous avons par exemple le botulisme. Donc, c'est une forme d'intoxication alimentaire qui peut être mortelle. Parce qu'elle est provoquée donc, par des bactéries qui vont produire des toxines et on retrouve le botulisme notamment dans le poisson avarié. Donc quand on achète du poisson, on fait attention chez le marchand. Donc si le poisson il sent mauvais, ça ne veut pas dire que c'est frais parce qu'on dit que le poisson frais ne sent rien. Donc on n'achète pas. Il faut savoir regarder les yeux du poisson. Les yeux, il faut qu'ils restent brillants. Au niveau aussi de la tête, il faut que ça soit un joli rouge, que ça ne soit pas foncé. Et il faut savoir aussi que dans le poisson avarié, donc celui qui n'est pas frais, il existe une toxine qui peut perforer l'estomac. Waouh! Voilà. S'il n'est pas bien cuit, etc. Donc on ne joue pas avec ça. Un poisson qui est un petit peu suspect, etc. Exactement, c'est mortel. Voilà, c'est ça. Ce qui est poisson, viande, etc. Faut pas s'amuser. Non, voilà. Quand on a un doute, on n'achète pas. On a ensuite la listériose. Elle a les mêmes symptômes que la méningite, pardon. Aussi, elle est transmise donc par de la nourriture contaminée. On la retrouve dans le lait cru, dans le poisson fumé aussi. On fait attention. Et vous avez entendu? L'huile d'olive,
Ah oui, c'est vrai. Là, oui, le caméraman nous a soufflé cette idée. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Est-ce que l'huile d'olive a une date de péremption Non, ou pas? généralement, les huiles, c'est-à-dire elles ne se périment pas, elles restent consommables. Mais comme on a dit tout à l'heure, elle va perdre ses valeurs, comment on appelle ça? Pas ses valeurs, mais son côté goût. D'accord. Donc, tout ce qui est organoleptique, ça va perdre. Donc, ça n'aura pas de goût. On pourra toujours consommer, mais ça n'aura pas de goût. Donc, c'est ça le côté. Mais ça ne se périme pas. Ensuite, on a dit donc le botulisme. La listériose, on a dit, elle a les mêmes symptômes que la méningite. Et le danger avec la listériose, c'est qu'elle est très dangereuse pour les femmes enceintes parce que la toxine, elle passe dans le sang. Et là, ça peut provoquer des fausses couches, des accouchements prématurés et même des bébés mort-nés. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il est déconseillé pour les femmes enceintes de manger soit de la viande mal cuite ou bien du poisson cru, tout ce qui est la viande fumée, poisson fumé. Voilà, ça, on évite. À éviter. Exactement. Et enfin, nous avons aussi la salmonellose, donc qui est provoquée par la bactérie Salmonella. Et là aussi, on la retrouve dans les produits d'origine animale comme la viande, la volaille, les œufs et le lait cru toujours. Elle peut être mortelle aussi parce qu'elle provoque une déshydratation importante. Voilà, c'est pour ça que quand vous utilisez par exemple ces viandes, vous coupez avec un couteau, il faut bien laver, il faut javelliser le plan de travail, tout à fait. Faire très attention. Exactement, parce qu'on peut transmettre la bactérie. J'ai toujours eu peur de cette bactérie. Non, vous avez bien raison, parce qu'en fait, on peut par exemple nettoyer du poulet, découper du poulet, ne pas ou bien mal nettoyer le couteau, aller couper une salade qui va être mangée crue, c'est là que se fait la transmission. Exactement, il faut avoir le réflexe de séparer ce qui est cuit et ce qui est cru. Exactement, que ça soit au frigo, sur le plan de travail, tout à fait, ne pas utiliser les microbiologistes. Voilà, exactement, très bien. Voilà. Et maman aussi. Et maman. Voilà. Alors pour l'instant, aujourd'hui, nous avons deux bonnes élèves qui regardent les dates de péremption. Kenza et moi, je suis. Allez, on va terminer avec on termine juste avec ça. Petit conseil pour finir. Alors pour les personnes qui veulent prendre le risque de consommer un produit dans la DLC où la date limite d'utilisation optimale est arrivée, ils prennent le risque pour on ne donne jamais de nourriture périmée à un enfant, à une personne âgée ou à une personne qui est affaiblie par une maladie. Ça, on ne joue pas. On ne pense pas, mais ce n'est pas une poubelle. Ils sont chers à nos Parce qu'il y en a qui, dès que c'est périmé, ils donnent aux animaux. Oui, leurs animaux qui réagissent comme c'est des êtres vivants. Ils sont résistants quand même, plus que les humains. En tout cas, merci beaucoup, Farah. C'est toujours un plaisir, en tout cas, de s'informer grâce à vous. Il faut savoir, surtout cette rubrique très important. Les réflexes qu'il faut. Exact. Voilà, on va passer tout de suite à l'environnement et vous allez voir que même aussi en environnement, il est très important de faire attention à ce qui nous entoure. Regardez. Regardez quoi? Regardez en fait le jingle. Enfin, c'est juste pour introduire notre ami Nour qui va nous parler aujourd'hui de la pollution des sols. Il y a cette semaine, vous nous avez parlé de la pollution spatiale. Tout à fait. Et la pollution des sols. Souvent la pollution spatiale. Oui, c'est vrai. Oui. Et elle est importante aussi. Tout à fait. Alors quand on dit pollution de l'air, de l'eau, il faut forcément dire pollution des sols. Un sol pollué, alors c'est un sol qui, lorsqu'il contient un ou plusieurs polluants ou contenants chimiques qui vont affecter et causer des altérations, qu'elles soient chimiques, physiques ou biologiques. Alors bon, pour savoir si un sol est pollué, on va faire des analyses, on va calculer, évaluer la concentration du sol en certains produits chimiques, certaines toxines, comme le mercure, le chlore, le plomb, le cuivre. À une certaine quantité, c'est des substances qui deviennent très toxiques pour la nature comme pour les êtres humains, les êtres vivants. D'ailleurs, vous verrez que sur un sol contaminé, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Exactement. D'ailleurs, justement, on va revenir là-dessus. Il faut savoir qu'un sol met très très longtemps à se régénérer, à se reconstituer, alors qu'il est pollué en quelques années, voire quelques décennies d'années, ce qui est très court. Donc il y a un contraste. Donc on va avoir recours à des méthodes de dépolluement, etc. Mais avant ça, on va voir quelles sont les causes de la pollution des sols. Alors les causes peuvent être nombreuses. La plupart, malheureusement, viennent de l'activité humaine, donc des pollutions des sols. Donc on a des installations industrielles qui vont polluer les sols. Pourquoi? Parce que les industries vont avoir recours à certains produits chimiques toxiques nocifs pour la santé, qui vont décharger dehors sans aucune norme.
sans aucune précaution et qui va aller dans les sols, ensuite dans l'eau, par ruissellement, et ensuite dans les cours d'eau, au niveau des cours d'eau. Voilà. Donc on a aussi par la pollution des sols par l'épandage. L'épandage, c'est quand on répand au niveau dans des l'agriculture, cultures, au niveau des zones cultivées, des zones agricoles, même des forêts, des marais, des produits qu'on va répandre. Ça peut être des insecticides, des pesticides, etc., etc. Donc ça va avoir des répercussions même sur ce qu'on mange. Et oui, et un impact aussi, un impact sur l'environnement, un impact direct d'abord sur l'homme, sur l'agriculture, et puis après ça va rester longtemps pour se décontaminer. Exactement. On a aussi des actions des communes, malheureusement des wilayas, des collectivités territoriales en gros, qui vont être à l'origine du pollution des sols. Ils vont mauvaise gestion des décharges, des stations d'épuration, etc., etc. Donc voilà, il y a beaucoup de causes. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Il y a aussi les événements naturels, donc qui peuvent aussi polluer les sols, comme les retombées des cendres après une éruption volcanique. Donc les cendres qui deviennent une pollution, qui vont polluer toute la surface du sol. Donc ils vont découvrir il y a des micro-organismes qui sont nécessaires à la dépollution du sol. Il y a des vers de terre, certaines bactéries, certains micro-organismes qui sont essentiels à cette dépollution. Les cendres vont venir les tuer. Voilà. On a aussi d'autres causes, bon ça on s'en doute pas du tout. On a les engins lourds, très lourds, comme les tracteurs, qui vont aller tasser, compacter les sols. Ça va enlever toutes sources d'air et d'eau. Qui dit pas d'eau dit pas de vie. Pas de vie, donc appauvrissement du sol en micro-organismes, en bactéries qui sont censés justement nourrir les sols et protéger d'un autre côté, parce qu'ils vont se nourrir de cette source d'énergie. On a de belles photos, donc on va en avoir d'autres encore. Alors des photos qui prouvent que c'est très important aussi de rappeler l'information, que l'information passe, que les personnes qui travaillent par exemple sur les sols, sur l'agriculture, puissent aussi faire attention aux différents amendements, comment aussi vulgariser dans le domaine de l'agriculture et l'environnement. Il y a des personnes qui sont bien placées pour ça. Tout à fait. D'ailleurs, il y a la Convention de Stockholm, c'est un accord international qui a répertorié, qui a blacklisté plusieurs produits toxiques nocifs, mais il y a certains agriculteurs qui continuent de les utiliser. Oui, il y a eu de grands procès au niveau mondial. Exact, notamment vous en avez entendu parler sûrement dans la presse. Exactement. Donc, qui ont causé la mort de beaucoup. Le deuxième procès a eu lieu en mars dernier. Donc plusieurs dizaines de millions de dollars, 81 millions de dollars. Et ça continue, ça va s'enchaîner, parce que ça a commencé avec un jardinier qui a eu un lymphome. En jardinant. C'est ça, tout simplement. Voilà, et il n'avait pas écrit sur la notice du produit, de l'engrais qu'il a utilisé pour jardiner, que ça causait, que dangereux à utiliser avec précaution. Ce qui nous ramène à parler de l'étiquetage encore une fois. Exactement. Et l'importance de l'étiquetage. Bon, pour le coup, pas mentionné. C'était même pas mentionné. En fait, c'était un produit qui était largement utilisé dans les jardins. C'était un désherbant, je crois. C'était un désherbant. Donc tout le monde l'utilisait. C'était le produit phare. Voilà. Ça provoquait un lymphome. Il a effleuré la mort. Et puis il a eu raison de les attaquer en justice. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans l'agriculture, il y a ces espèces de cercles dans l'agriculture. C'est-à-dire Mais c'est une chaîne en fait. Voilà, c'est une chaîne. On peut aussi laisser par exemple la terre en jachère pour laisser la terre se reposer. Tout à fait, ça se fait. Il y a aussi donc des cercles, ne changer de l'agriculture, c'est-à-dire ne pas mettre les mêmes cultures d'année en année, ça appauvrit le sol. Tout à fait. Encore une fois. Alors les hommes avec un gros H, j'accuse pas les hommes, ils rasent les forêts. Des hectares de forêt pour pouvoir construire des routes, des bâtisses, des villes, des villes entières. Et maintenant, on revient. On essaie de replanter des arbres. Reboiser ces espaces pour pouvoir redonner la vie. Parce qu'il y a des espèces animales qui ont disparu. Il y a eu un très bel exemple dernièrement en Europe. En Europe, oui, tout à fait. Ils ont enlevé plusieurs hectares. Je ne sais pas où exactement. Oui, moi non plus. Je sais que c'était donc des parcelles qui étaient donc appauvries. Les sols étaient devenus appauvris. C'est-à-dire que c'était des sols contaminés. Et donc, le mal des uns fait le bonheur peut-être des autres. Exactement. En fait, on ne peut plus cultiver parce que ça serait dangereux pour la santé de l'individu. Ils ont planté des forêts. Donc ça, c'est un reboisement. Ça fait une très belle forêt. Oui. Une petite question, est-ce que le fait que l'activité humaine, le fait de jeter ses ordures n'importe où, pourrait justement atteindre les sols à cause du lexivia, à cause du liquide lexivia? Le fait de jeter n'importe où, est-ce que ça porte aussi atteinte à la pollution Bien sûr, ça apporte du sol et de l'eau, parce que ça va dans le sol.
avec l'eau des pluies, l'eau est ruisselée, et puis ça va dans les cours d'eau, ça va dans les nappes phréatiques, dans les eaux souterraines, qui vont ensuite être consommées. C'est en chaîne. Ça nous atteint nous, ça atteint les animaux. C'est des répercussions en chaîne. Donc, à notre échelle, ce serait important de jeter là où on nous dit de... Oui, déjà, ça, c'est le premier réflexe. On donnerait moins de travail aux stations d'épuration, aux stations tout court, enfin de purification, voilà, purification d'eau. Donc voilà, c'est un travail qu'on peut faire. Sélectif. Et l'importance aussi de revenir à ce bon vieux fumier dans les sols, dans le domaine de l'agriculture. C'est vrai. Ouais. Même si bon, le fumier, ça a quelques... Oui, bien sûr. Dès qu'un produit, qu'une substance est brûlée, ça engendre des produits toxiques. Voilà. Mais c'est vrai que c'est moindre, largement moindre qu'un produit toxique. Surtout si, bien sûr, cette vache, ce bovin a pu aussi manger des produits contaminés. Donc c'est vraiment un cercle vicieux après. Tout à fait. Alors bon, toute cette sorte de pollution, ça a des conséquences, forcément, comme toute chose. Des conséquences sur la nature, la faune, comme la flore. Les êtres vivants, nous et les animaux, il y a des maladies qui se manifestent, des maladies chroniques, des maladies cardio-respiratoires, des infections, des allergies. Des allergies, j'en parle, des règlements hormonaux. Déjà sur la faune aussi, on a vu cet épisode de mortalité donc des abeilles qu'on a pu voir à travers aussi le monde. L'abeille, c'est la vie, donc sans la petite abeille qui va butiner les fleurs pour ensuite donner du miel, et ça a beaucoup de vertus. C'est pour ça que moi je me dénonce pas. Ça m'arrive de tuer certains insectes. Les mouches, les moments, je les attrape, je les tue. Bon, les lézards, je leur coupe la queue, mais c'est pas grave. Ouh là là Ils ont deuxième vie, les lézards. Elle dénonce. Mais l'abeille, je ne la touche pas. Même si je sais que si ça me pique, je prends 3 fois. Je prends mon volume x 3. Mais sinon, voilà, l'abeille, il ne faut pas la tuer. D'accord. Il ne faut pas la tuer. Elles se font rares, et puis de plus en plus rares, malheureusement. Donc faites attention. Vous tournez autour de nous, faites attention. Les mouches, les moustiques, les araignées. Tout à fait. Et donc, pour essayer de remédier à tout ça, il faut dépolluer. Il faut dépolluer. Déjà, avant tout, il faudrait que ce soit un travail en amont. Donc, faire dans la prévention. La vulgarisation, la prévention. Exactement. Parce que pour les gens, c'est compliqué. L'environnement n'est pas encore quelque chose de simple, de facile à voir pour tout le monde. Donc par de simples gestes, par des campagnes de sensibilisation. L'individu est bien sûr égoïste. Il pense très souvent à soi. Il dit moi si je fais quelque chose, non mais mon voisin va faire la même chose, donc ça sert à rien. Mais en fait non. Il faudrait que tout le monde se mette à réfléchir. C'est un geste, voilà. C'est un geste important, quotidien. Kenza nous a donné un bel exemple d'ailleurs de cette manifestation individuelle, que chacun puisse trier ses poubelles de manière intelligente et tout. C'est très important de parler de cela. C'est très très important, effectivement. On se tutoie, il n'y a pas de souci. L'environnement est effectivement une question de culture. C'est vrai qu'il y a certains gestes que ce n'est pas juste une petite campagne de sensibilisation d'un jour, d'une semaine ou d'un mois ou carrément d'un an qui va suffire. C'est des gestes au quotidien qu'il faut faire apprendre à nos enfants et que nous-mêmes, il faudrait qu'on applique. Donc pour ça, il y a les associations qui font de très très un énorme travail, mais c'est un travail qu'il faut faire au quotidien. Exact. D'ailleurs, en ce moment, il y a la campagne la campagne nationale justement de reboisement, parce que voilà, et c'est le défi justement de cette campagne, c'est qu'il faudrait que chacun puisse planter à côté de chez lui. C'est-à-dire, il ne faut pas s'attendre que juste les associations fassent le geste, ni les gardes forestiers qui font le geste, mais non, au contraire, il faudrait soyons que ce soit éco-citoyens. Éco-citoyens. Voilà, on a pu faire un gros plan. Oui, juste citoyens. L'environnement, tout ce qui touche à l'environnement n'a pas de frontières, donc on est tous concernés. Exactement. Qu'on soit dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud de la Terre, on est tous concernés. Alors, grâce à vous, Nour, aujourd'hui, on en a beaucoup appris sur la pollution des sols et comment se prémunir de cela, faire très attention. On va passer tout de suite à Kenza Nashra pour parler donc des associations. Tout de suite. De retour sur le plateau, on va en voir tout de suite l'impact aussi des associations, n'est-ce pas, Kenza ?
On y va bien. Alors pour cette chronique d'aujourd'hui, donc nous allons un petit peu revenir sur ce qui s'est passé, ce qu'ont fait les associations, les derniers jours, et puis aussi l'engagement citoyen, un autre engagement citoyen qu'on pourrait tous faire ces derniers temps. Donc pour commencer, il y a eu la journée le 20 novembre, c'était la journée mondiale de l'enfance. Oui. Et donc il y a eu la fondation Nesl Khair en collaboration avec le collectif Cash Sport et aussi le forum des médecins algériens qui ont fait un petit marathon pour des enfants autistes. Donc c'est vrai qu'on sait que la fondation s'est concentrée sur les enfants, mais c'est plus pour l'insertion sociale des enfants autistes. Donc c'était un tout petit marathon avec les enfants autistes parce que voilà, c'est des enfants qui n'ont pas choisi ce destin-là. Et puis voilà, c'est des enfants qui sont tout à fait, qui ont le droit de vivre et d'être scolarisés, tout comme les enfants. Et c'est extraordinaire qu'ils aient pu les rassembler comme ça et donc, les fédérer autour de cette activité. L'idée, c'était de ramener des enfants autistes avec des enfants qui ne sont pas autistes. Donc il y avait cette joie, cette fraternité et puis après on se rend compte vite fait qu'en fait, en réalité, c'est nous qui sommes en train de... Enfin, c'est les adultes qui stigmatisent un petit peu les choses, or que les enfants, entre eux... Ils ne voient pas de différence. Ils ne voient pas cet esprit de camaraderie est spontané chez eux, donc tant mieux. Donc, c'était absolument merveilleux de voir tous ces enfants-là rassemblés. Donc... Alors donc le forum justement des médecins algériens ont fait des petits ateliers justement pour la sensibilisation des parents aussi, parce que c'est important que l'enfant autiste, c'est vrai qu'il faut bien s'occuper de lui, mais il faut aussi que tout l'entourage soit aussi accompagné. Ça c'est très très important, l'accompagnement de l'enfant autiste. Donc ça c'était par rapport à samedi, donc ça s'est passé samedi au Bois des Cars à Del Ibrahim sur Alger. Et puis aussi, vous savez, hier c'était la journée mondiale de lutte contre les virus du sida. Donc on s'est habitué, donc on rend hommage à Yazid, donc qui a chaque année, donc avec le collectif Yed Felid, on a évoqué sa mémoire hier. Donc on s'est habitué à ces beaux concerts et surtout au grand cercle qu'il faisait à Riyad el-Fath. Ces belles énergies, ces belles idées qu'il a réussi à fédérer aussi. Exactement, et donc voilà, donc on rappelle justement, on lui rend hommage, mais aussi il y a eu une autre initiative, alors avec le Croissant Rouge et le ministère de la Santé, mais aussi avec ONU-SIDA. Donc c'était une petite conférence qui a eu lieu au Sofitel, c'était contre la discrimination au milieu des soins. Donc parfois voilà, on a beaucoup constaté cette discrimination dans les hôpitaux ou autres pour justement ces personnes qui sont atteintes. Le sida, il faut en parler. Le sida, ça peut arriver à n'importe qui, et justement c'est le fait d'en parler, c'est le fait de sensibiliser à aller justement vers le dépistage, c'est ça qui pourrait justement nous protéger en premier lieu, mais aussi protéger nos enfants et aussi notre entourage, parce qu'on peut toute personne peut être confrontée à ce genre de virus. Donc voilà, donc il y a eu des associations aussi, il y a eu Annaba au niveau du centre sportif et scientifique à Annaba. Donc il y a eu aussi une petite conférence qui a eu lieu justement pour la sensibilisation avec l'association El Hayat, pour la sensibilisation justement du virus. C'est un formidable élan, donc l'association Hayat. On a eu l'occasion de travailler avec eux il y a bien longtemps. Ils étaient donc les premiers à s'intéresser à cette frange de la société qui souffrait dans le silence, surtout, qui était donc démunie de tout. Il fallait donc s'intéresser à ces gens-là, essayer de leur rendre leur quotidien un peu plus agréable, malgré la difficulté de la maladie. Malgré la angina. Donc voilà. Et puis pour notre engagement citoyen, donc tout d'abord, si vous avez l'occasion, il faut partir quand même faire le dépistage. Donc il y a eu des laboratoires qui ont fait des remises, mais après on peut se déplacer carrément à l'hôpital et puis faire notre dépistage. Et puis voilà, donc ça c'est ce qu'on peut faire
aujourd'hui, pour les téléspectateurs qui nous regardent. Et puis, pour notre engagement citoyen, c'est l'hiver. On le sait tous, pour nos vêtements, il y a de toutes associations. Je ne citerai pas de nom parce que c'est toutes les associations qui sont en train de faire les récoltes de vêtements. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher que ce soit d'une mosquée ou carrément des bureaux d'associations près de chez vous, parce que c'est des campagnes, c'est vrai que c'est l'hiver. C'est pas précis. Et puis, un vêtement qui, pour nous, on ne l'utilise pas, et peut-être d'une nécessité incroyable pour d'autres. Surtout les vêtements chauds, cet hiver, pour les sans domicile. Les couettes, des tapis, des chaussettes, parfois même des bacs, nous, un petit peu déchirés, on pense directement à les jeter. Non, pour d'autres, c'est carrément une nécessité. Donc, pour notre engagement citoyen de la semaine, c'est important que nos vêtements, qu'on les mette à disposition des associations qui, à leur tour, eux, vont les distribuer aux personnes qui sont Alors, dans le est-ce qu'on peut besoin. trouver des adresses? Est-ce qu'on peut trouver aussi sur Facebook, par exemple? Alors, Facebook, certaines associations. Commencer. Alors, vous avez carrément, pour commencer, oui. Et il y a aussi, vous pouvez aller aussi vers Sidra, le Croissant Rouge. Vous pouvez aussi aller à Denia Prir, Dir El Khir. C'est tout bureau à côté de chez vous, très franchement. C'est même vous-même, vous pouvez carrément prendre un petit sac et le donner aux personnes qui sont dans le besoin. Voilà, c'est un engagement de chacun. Et puis vous savez que de ma modeste expérience dans le milieu associatif, c'est que plus on donne, ce qu'on reçoit est absolument énorme. Donc voilà, il faut juste faire ce petit geste, et puis voilà, le petit sourire de l'enfant ou de la vieille n'a pas de prix. N'a absolument pas de prix, et puis voilà. Surtout, c'est un réconfort d'abord, avant tout. Oui. Le fait que ces personnes s'intéressent à eux et qu'ils viennent demander juste comment ils vont, etc. Voilà, c'est important. Il y a une fois une bonne femme qui m'a dit, vous savez, c'est une chance de pouvoir donner. Parfois, il y a certaines personnes qui veulent faire des dons, mais ils ne trouvent pas à qui donner. Et ça, il y a certaines personnes qui le voient comme une c'est une frustration. Hein. C'est une frustration. Donc, le fait de pouvoir avoir cette possibilité de donner, ça, j'aimerais dire, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Donc, autant donner, et puis ce qu'on recevra, ce serait extraordinaire. Exactement. Il y a une rencontre aussi dernièrement sur l'environnement. C'est des clubs verts qui se sont tous retrouvés. C'était à Sidi Fredj hier, en matinée. Donc, c'est l'occasion pour eux de faire le point dans le domaine de l'environnement. D'ailleurs, ce qui me ramène à vous, parler donc d'environnement et surtout de ces efforts qui sont faits par de nombreuses associations et surtout clubs verts. C'est important. On y reviendra probablement avec vous, Kenza. Avec grand plaisir. Voilà. Eh bien, on va vous saluer. On va passer tout de suite à Bon Plan. N'est-ce pas, Dalia? On va s'intéresser à nos sorties, ce qui nous intéresse, ce qu'il va y avoir cette fin de semaine, surtout, et le week-end. Vous allez tout nous dire. Allez, tout de suite, dans un moment. Voilà, on vous retrouve avec grand plaisir, Dalia. Alors, c'est vrai que les rendez-vous sont nombreux cette semaine? Qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est les expos, c'est les concerts, il y a quelques petits événements timides. Ça va assez timidement cette semaine. Il n'y a rien qui prime cette fois-ci. Oui, d'habitude on a la semaine des expos, des expos, exactement, des pièces de théâtre, du cinéma. En tout cas, hier vous avez eu la joie et le plaisir de nombreuses de nos collègues, notamment Marie Moussaïd, qui était très contente parce que grâce à vous, elle s'est rendue au salon des huiles essentielles et des plantes. Elle a parlé de vous. Elle a dit c'était le bon plan de Dalia. Oui, j'ai vu. Elle nous a fait un très joli reportage pour ceux qui n'ont pas eu le plaisir d'y assister. Oui, tout à fait. Donc j'avais vu son reportage. Oui, je ne voulais pas le manquer. Je n'ai pas eu l'occasion justement d'y aller. C'est le deuxième bon plan pour Mariam. Hein. C'était les fromages. Après, il y a eu le... Ah bah oui. Non, cette fois-ci, c'était les plantes. C'était les plantes aromatiques, huiles essentielles. Et donc,
l'aspect et plantes médicinales aussi. Donc tout ce qui est pour la santé et le plaisir, tout à fait, la cosmétologie. Allez, on y va, on va commencer par. Donc on va commencer par un concert événement qui sera donné ce jeudi 5 décembre. Il sera donné à l'hôtel Mazafran d'Alger. Donc c'est un concert qui réunira 7 pays africains et qui vont chanter autour de la thématique de la paix. Donc, et ce concert, il va démarrer justement par une chanson qui sera chantée en chœur par les artistes de ces 7 pays. Il y aura d'ailleurs, ils seront présents le Niger, le Togo, le Bénin, le Sénégal, le Mali, Madagascar et l'Algérie. Enfin, l'Algérie. C'est une première, hein, ça. Oui, tout à fait, c'est une première. Ils sont là, ils se réunissent pour chanter la paix. C'était le coup de cœur de Nabila Abada. Elle nous en avait parlé. Cette actualité était très fraîche et qui était vraiment très intéressant de rencontrer ces artistes. Oui, tout à fait. Donc ça se passe, ils chanteront la chanson Si tu veux la paix et ça commencera à partir de 20h. Voilà. Et tout le public est cordialement invité. L'entrée, c'est en entrée libre. Donc, il y aura du monde alors. Oui, tout à fait. Et puis aujourd'hui aussi, en parlant de salon, c'est le dernier jour. J'avais annoncé ça la semaine dernière, mais je réitère parce que c'est le dernier jour à ne pas manquer pour ceux qui ne sont pas partis, le salon du bijou. C'est aujourd'hui le dernier jour du salon du bijou, donc c'est un rendez-vous autant pour les professionnels que pour le grand public. Et c'est une première, donc cette rencontre dans le secteur justement de la bijouterie et du luxe peut-être, parce que quand on voit l'affiche, ça donne tout de suite un aperçu. Oui, gold, voilà, l'or, les diamants, les pierres précieuses, toutes sortes de pierres précieuses, semi-précieuses. Donc oui, le luxe, ça brille partout. Probablement, les filles. Ça ruinera peut-être aussi. Oui. Si c'est trop cher. On les vaut bien quand même. Pourtant très belle. Tout à fait. Donc, ce rendez-vous, c'est à la SAFEX, comme j'avais annoncé, au pavillon A. Très bien. Je précise, comme c'est le dernier jour, je sais qu'on n'a pas trop le temps de chercher. C'est très bien spacieux. indiqué. Voilà. Oui. Et puis, j'enchaîne pour les enfants. Il y a aussi en exclusivité à la salle Ibn Zaydoun, La Reine des Neiges, le 2. Oui. Voilà, le 2, je précise. Donc, un peu de féerie. Vous connaissez la chanson? Sûrement. Allez-y. J'ai pas envie de... Alors, toutes les parce mamans... que 10 ans... Oui, bon, moi, c'est un garçon, donc... Moi, c'est des garçons, mais je la connais. Elle est libérée, délivrée. Voilà, je suis tranquille. Non, pour ça, bon, il la connaît, mais bon, c'est vrai que ça l'intéresse pas du tout. J'y ai eu super maman, je ne connais pas. Tant mieux. Tout comme moi, je connaissais pas du tout cet univers. Mais bon, j'ai des petites nièces, donc j'avais des petites nièces qui ont bien grandi maintenant. Disons que la chanson sous le monde entier, donc voilà. Elle a été traduite en plusieurs langues. Oui, selon la langue. Il y a une belle programmation, en tout cas, c'est vraiment récurrent. Hein. Tac, 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 plusieurs projections, plusieurs... oui. Et même à Constantine, dans les salles de cinéma, même à l'Est, c'est pas qu'à Alger. Donc, ce qui se passe ici, même les films qui sont à l'affiche depuis 1 ou 2 mois, donc on les retrouve très souvent, notamment Jiminy, Joker, tout ça. Donc, on les retrouve. Mais la projection va durer jusqu'à quand? Parce qu'actuellement, c'est la période des examens. Les plus enfants ne pourront pas y aller. Justement, donc ça commence à partir du 3 décembre. D'accord. Après-demain. Demain, nous sommes le 2, mais ça commence donc en exclusivité. Et quand un film est à l'affiche, en général, au cinéma, il est là jusqu'à 1 mois, 2 mois parfois. Donc, je pense que les enfants auront le temps de le voir et il sera probablement à l'affiche très souvent le week-end et pendant les vacances. À Ibn Zaydoun, donc? Oui, à Ibn Zaydoun. Oui, à Ibn Zaydoun. Parfait. Voilà. Alors, j'imagine que ça ne sera pas le même public parce que maintenant, les petites filles ont grandi. Les 2, je ne sais pas si ça va les intéresser. Ça sera pour les petites sœurs. Ça sera pour oui, voilà, je pense que oui, elles ont dû grandir un petit peu, mais je pense qu'on a tous gardé une âme d'enfant et toutes celles qui ont vu le 1 auront sans doute envie d'aller voir le 2. Ça serait sympa de faire chanter les mamans et les papas, parce que la Reine des Neiges, ça serait drôle.
Allez-y, on continue. Et puis on continue avec Le Moineau, qui est une tragicomédie. Donc c'est une pièce théâtrale qui sera jouée, dont la générale sera donnée ce jeudi au Théâtre National d'Alger. Ça parle donc c'est un dialogue. Il y a deux acteurs. Donc ça parle d'un homme qui est inconscient et puis qui se transforme en un être maléfique et ça se passe au téléphone. Donc avec on voit l'affiche. Ça se passe avec une vieille dame. Donc là, voilà, on voit l'affiche et il appelle. Il trouve une annonce dans le journal. Elle a eu le malheur, la pauvre vieille dame, de mettre son numéro de téléphone pour une éventuelle vente de piano. Et puis cet être maléfique, il appelle et il y a un dialogue. Et il y a un dialogue assez à voir absolument. Voilà. Je laisse le suspense. Donc c'est assez avec les comédiens qu'on connaît, oui. Oui, Brahim Chergui et Rania qui est très talentueux, on avait l'habitude donc de recevoir dans Bonjour d'Algérie, qui lui écrit et aussi joue de la comédie, que ce soit au cinéma, aussi dans les téléfilms. Voilà. Et au théâtre. Donc un rendez-vous à ne pas rater ce jeudi soir. J'en dis pas plus. Et dans le cadre du soutien de la Cinémathèque d'Alger à la cause palestinienne, donc il y aura la projection d'un film, d'un documentaire. En fait, c'est un documentaire très émouvant. C'est Death in Gaza, qui a été réalisé en 2004 par James Miller, qui justement est décédé c'était le réalisateur de ce film qui est décédé lors du tournage de ce documentaire. En même temps, pour lui rendre hommage et rendre hommage au peuple palestinien qui souffre exactement, à Gaza. Donc, il a été tué par un soldat israélien en voulant justement dénoncer ce qui se passe sur place, sur le sol palestinien. Donc, c'est un documentaire très émouvant et qui est programmé pour je cherche mes petites notes. Et c'est vrai que c'est vraiment d'actualité parce qu'en ce moment, les exactions sont aussi commises sur le sol palestinien et de nombreux enfants, familles qui souffrent et qui perdent la vie malheureusement avec l'indifférence totale au niveau mondial. Au niveau mondial, tout à fait. D'ailleurs, ce documentaire, il suit l'histoire de 3 enfants dans 3 villes différentes de Gaza. Il montre vraiment le quotidien, la terreur et l'injustice que vit ce peuple palestinien. Donc la projection, c'est prévu pour le 3, le 4 et le 2, le 3 et le 4 décembre. Donc à partir d'aujourd'hui, à la Cinémathèque. À la Cinémathèque. En tout cas, belle salle pour aller voir un très beau documentaire, absolument. Tout à fait. Et puis pour les gourmands, ils sont craquants. On voit des macarons. Oui, craquants, fondants, parfumés. C'est les macarons. Il y a un atelier qui est programmé du côté de Chenois. Donc un atelier de macarons qui est programmé pour donc à la cantine de Chenois. D'accord. Je voulais voir, de 9h30 à 12h30. Donc pour tous ceux qui veulent. Oui, j'avais pas précisé. J'avais pas noté. Donc c'est pour ce week-end. Voilà, c'est pour ce week-end. Sur Internet, le vendredi. Voilà, sur Internet. J'avais précisé l'heure et j'étais tellement focalisée sur les macarons. Sur la couleur des macarons. Elle en a oublié le lieu. J'en ai oublié le jour. Voilà. En tout cas, bravo, merci pour toutes ces bons plans pour ces bons plans surtout. Et puis on aura l'occasion bien sûr de vous retrouver avec grand plaisir. Oui, mercredi pour d'autres bons plans pour le week-end. Ça marche. Très bien. Kenza, merci encore une fois. Un plaisir. Bonne reprise encore parmi nous. Et puis on vous retrouvera aussi dès le week-end. Des week-ends, Inch'Allah, le samedi. Très bien. Avec Nour également qu'on retrouvera le week-end, n'est-ce pas? Avec une autre actualité autour de l'environnement, la COP. La COP 25 climat, qui a débuté aujourd'hui à Madrid, en Espagne. D'accord. Donc plusieurs pays, 196 pays participent. L'ordre du jour, c'est comment réduire l'émission des gaz à effet de serre. Il y a eu plusieurs investissements. Le secrétaire général des Nations Unies lance la prière en disant il faut qu'on arrête cette guerre contre la nature, ça ne va plus. Donc on en parlera une fois que
Qu'on aura des résultats. On verra bien ça. Voilà, il y a toujours des sceptiques pour ce qui est la guerre de l'environnement en fait. Merci beaucoup aussi à Farah. Merci à vous. On a toujours plaisir à vous retrouver lundi. Le plaisir est largement partagé. Voilà, et puis on aura une autre actualité concernant les consommateurs aussi dès lundi. Merci les filles, merci à toute l'équipe. Et puis bonne journée à vous. Et puis on vous retrouvera bien sûr dès demain avec Soumaya Zalouali dans Bonjour d'Algérie. Merci à toute l'équipe et on vous souhaite une excellente journée. Au revoir.